Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Science Concept. Ici c'est Psy, votre coach et professeur particulier. Nous allons travailler ensemble sur un exercice type bac portant sur la fonction exponentielle et le théorème des valeurs intermédiaires. Cette vidéo fait suite à la vidéo précédente de la chaîne sur les limites de fonctions avec les croissances comparées qui s'affichent en haut de la page. Cet exercice concerne plusieurs chapitres d'analyse au programme, à savoir les limites de fonctions, la dérivation et la continuité. La fonction exponentielle étant au programme de première. Comme d'habitude, on mènera la résolution ensemble pas à pas avec toutes les explications et les rappels nécessaires, mais tout d'abord laissez-moi vous présenter le menu. Nous allons aborder des calculs de limites sans croissance comparée et des calculs de dérivées de fonctions exponentielles histoire de vous échauffer. Ensuite, nous verrons une application nette et précise du corollaire du TVI qui pose pas mal de soucis à beaucoup d'élèves pour sa rédaction en cours particulier. Enfin, on reprendra complètement la méthodologie de première voire de seconde pour réaliser la représentation d'une courbe. Pour tous ceux qui sont déjà abonnés, like, je vous remercie encore et toujours, la chaîne continue de progresser et c'est grâce à vous. Pour les nouveaux, on n'oublie pas de liker et de s'abonner si le contenu vous plaît, vous remerciez ainsi le travail fourni et surtout vous aider au référencement pour que d'autres personnes puissent découvrir ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Comme toujours, on démarre par une lecture rapide de l'énoncé. On note f, la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini 0 exclu par f de x égale 1 sur x carré facteur de exponentielle de 1 sur x. L'énoncé vous donne le domaine de définition de la fonction ainsi que l'expression de la fonction. Attention, l'énoncé ne vous précise pas ici que la fonction est dérivable. Donc ça veut dire que si on a un calcul de dérivée à faire, il faudra expliquer pourquoi on a bien le droit de faire cette dérivée. Ensuite, on note c, la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormal OIJ, et on vous précise l'unité graphique qui est de 1 cm. Première partie des questions qui va concerner l'étude des limites, et pour la question A, on a déterminé la limite de la fonction f quand x tend vers 0. Allez, c'est parti pour le début de la rédaction. Allez, on se retrouve pour la question 1a et l'énoncé nous demande de déterminer la limite de la fonction f quand x tend vers 0. Comme toujours, on perd pas les bonnes habitudes et on va analyser ça au brouillon avant de se lancer sur la rédaction. Vous avez en haut le 1 sur x qui va tendre vers plus l'infini quand x tend vers 0, puisqu'on fait une constante divisée par quelque chose qui tend vers 0 et qui est positif. Ensuite, ce terme, on le retrouve à l'intérieur d'une exponentielle. Exponentielle de plus l'infini, ça va nous donner plus l'infini, donc attention, ici, ça sera une composée de fonction. Ensuite, vous avez devant le terme 1 sur x au carré, même chose que pour 1 sur x, ici, on va tendre vers plus l'infini. Bon, on obtient au final plus l'infini fois plus l'infini, et ça, d'après le tableau des limites, ça tend vers plus l'infini. Bon, c'est ok, ici on n'aura pas de forme indéterminée à lever, on peut passer à la rédaction. On a d'abord la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x qui est égal à plus l'infini. Ensuite, puisqu'on va utiliser la composée de fonction, on va faire limite quand grand X tend vers plus l'infini de exponentielle de grand X qui tend vers plus l'infini. D'où, par composition, on obtient que la limite quand x tend vers 0 plus de notre terme que j'avais noté en bleu au brouillon, exponentielle de 1 sur x qui est égale à plus l'infini. De plus, la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x au carré, vous pouvez le détailler éventuellement, ça dépend à quel point votre prof veut que vous détailliez les limites. On peut trouver des rédactions très légères comme des très lourdes. Moi je vous donne le détail, après c'est à vous d'adapter. Lim quand x tend vers 0 plus de 1 sur x, tout ça au carré, et vu qu'on a déjà parlé de la limite de 1 sur x qui fait partie des limites usuelles, vous avez donc que votre terme tend vers plus l'infini. Bon, il me reste plus qu'à faire le produit de ces deux limites et on obtient que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égal à plus l'infini. Allez, on se retrouve pour la question 1b et l'énoncé nous demande de déterminer la limite de la fonction f quand x tend vers plus l'infini cette fois. Toujours pareil, pour une étude de limite, on passe au brouillon. On a 1 sur x en puissance qui va tendre vers 0 quand x tend vers plus l'infini, c'est de la forme L sur infini et donc ça tend vers 0. Ensuite, ce terme va se retrouver à l'intérieur d'une exponentielle, donc comme précédemment, on aura une composée de fonctions et donc exponentielle de 0, ça tend vers 1. Et devant, on aura le 1 sur x carré qui lui va tendre vers 0. Toujours pareil, c'est de la forme L sur l'infini et ça c'est une forme qui tend vers 0. On obtient pour f de x une limite de la forme 0 fois une constante, et ça tend vers 0. On est ok, on peut passer à la rédaction, il n'y a pas de forme indéterminée. On reprend la même structure que précédemment, souvenez-vous de ce que je vous explique systématiquement, vous construisez la relation de confiance avec votre correcteur, rédiger correctement une limite, ça prend pas énormément de temps, et au moins vous partez sur de bonnes bases avec votre correcteur, comme je le dis à chaque fois, si vous démarrez sur une relation conflictuelle, ça annonce rien de bon pour la suite de la copie. On a lim quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x qui est égal à 0, et limite quand grand x tend vers 0 de exponentielle de grand x qui est égal à 1, d'où par composition vous avez lim quand petit x tend vers plus l'infini de exponentielle de 1 sur x qui est égal à 1. De plus, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x carré c'est égal à 0, d'où par produit on obtient que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 0. Et voilà.
Allez, du nerf moussaillon, on arrive à la question 1C et l'énoncé nous demande quelles conséquences peut-on déduire de ces deux résultats pour la courbe C. Alors ici, il faut être clair, quand on vous demande des conséquences juste après avoir calculé des limites, de manière générale, on vous demande des conséquences graphiques et en particulier, on vous demande de parler des asymptotes. Maintenant que ceci est posé, on va regarder les résultats qu'on avait. On avait trouvé que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x était égale à plus l'infini. Ici, c'est exactement ce qu'on vous avait demandé de trouver dans le cours. Quand on avait limite quand x tend vers a de f de x qui fait plus ou moins l'infini, vous aviez une asymptote verticale. Donc ici, on a une asymptote verticale en 0. Et pour la rédaction, on a donc la droite d'équation x égale à 0 qui est asymptote verticale AC. Ensuite, pour la deuxième limite, on avait trouvé limite quand x tend vers plus l'infini de f de x qui était égal à 0. Même chose ici, vous avez l'exemple du cours. Quand on vous a donné des asymptotes des fonctions usuelles, par exemple la fonction 1 sur x, on vous a dit quand la limite quand x tend vers plus l'infini d'une fonction est égale à une constante et ici en particulier 0, vous aviez une asymptote horizontale. Bien ici, même chose, on a une asymptote horizontale et pour la réduction, ça nous donne donc la droite d'équation y égale à 0 est asymptote horizontale AC en plus l'infini. Et voilà qui clôture la question 1C. Allez, nous voilà arrivés à la question 2A et l'énoncé nous demande de démontrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini 0 exclu, f' de x est égal à l'expression qui est fournie dans l'énoncé. Attention, ici on vous parle de dérivée, mais on a vu tout à l'heure dans l'étude du sujet que le sujet ne vous donne pas que la fonction f est dérivable. Ici, il s'agit d'un petit piège tendu par l'énoncé pour faire la différence entre les élèves qui vont se soucier de la dérivabilité de f et ceux qui vont foncer directement vers le calcul de la dérivée. Si vous vous contentez ici de faire juste le calcul, vous n'aurez pas tous les points à la question. Pour ceux qui ont encore du mal pour établir la dérivabilité d'une fonction, je vous ai préparé un devoir qui est déjà publié sur la chaîne. Je vous mets le lien en haut à droite, n'hésitez pas à aller le consulter. Alors, pour pouvoir étudier la dérivabilité, comme je vous l'ai déjà expliqué dans le devoir, il faut étudier la forme de la fonction. Donc c'est parti, on passe au brouillon. Je vous rappelle l'expression de f de x, et on peut identifier ici le 1 sur x carré comme étant notre fonction u, qui va être multipliée à une fonction de la forme exponentielle de v. Alors je mets pas exponentielle de u puisque j'ai u devant, je mets exponentielle de v, mais par rapport à votre cours ça revient au même, la dérivée d'exponentielle de v ça sera v' exponentielle de v. Ici c'est juste un souci de correction par rapport au fait que vous puissiez pas appeler deux fois une fonction u. Bien ici on va devoir se soucier de deux choses. La première chose ça va être que u soit dérivable et la deuxième c'est que exponentielle de v doit aussi être dérivable pour que f soit dérivable. C'est parti pour la rédaction. On a eu la fonction qui à x associe 1 sur x carré qui est définie et dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini 0 exclu. Ensuite, on a v, la fonction qui à x donne 1 sur x, qui est définie et dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, toujours 0 exclu. Et on a la fonction expo qui à x donne exponentielle de x, qui est définie et dérivable sur grand R. Bien le fait que v soit défini et dérivable sur 0 plus l'infini et expo défini et dérivable sur grand R nous donne que la composée des deux fonctions est définie et dérivable sur 0 plus l'infini. Bien, pour qu'une fonction définie par un produit de fonctions soit définie, donc si on est sur la forme u fois v, il faut que u soit défini et dérivable et que v soit défini et dérivable, mais on a établi les deux résultats. Donc f est dérivable sur 0 plus l'infini, toujours 0 exclu. J'en ai profité pour introduire les notations qu'on va utiliser dessous, mais pour ceux qui veulent pas se frotter à la dérivabilité, je vous mets quand même les détails que vous devez mettre vous dans votre rédaction. On passe maintenant au calcul de la dérivée. Je vous remets l'expression de la fonction ainsi que la forme qu'on y avait associée, et on peut démarrer la rédaction. F est de la forme u fois exponentielle de v, avec u la fonction qui à x donne 1 sur x carré et v la fonction qui à x associe 1 sur x, donc ça c'est ce qu'on avait mis précédemment. Si vous l'avez déjà mis sur votre copie, c'est pas la peine de le remettre, mais comme j'ai expliqué, je donne les détails pour ceux qui voudraient se focaliser uniquement sur le calcul de la dérivée. Vu les fonctions, je vais vous donner les détails. On a pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, u' de x qui est égal donc à la dérivée de 1 sur x carré. Vous pouvez le voir de différentes façons. La version la plus rapide, c'est de voir qu'en fait ici on a x puissance moins 2 puisqu'on avait x carré au dénominateur, et vous savez que la dérivée de x puissance n c'est n fois x puissance n moins 1, donc normalement dans votre cours on vous a donné le résultat avec n entier naturel, mais en fait n peut être un entier relatif, ça pose aucun problème. Bon, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez considérer que ça c'est de la forme 1 sur u, donc attention, je parle de la forme, je parle pas du u qu'on avait précisé nous, je parle vraiment de la forme du cours, et la dérivée des fonctions de la forme 1 sur u c'est moins u' sur u carré. Bon, et pour ceux qui vraiment ont envie d'enfoncer les portes ouvertes, vous pouvez considérer que c'est u sur v, mais bon là vraiment vous forcez quand même. Allez, donc on est sur x puissance moins 2, je vous ai remis la forme que j'ai expliquée à l'oral. On a donc l'exposant qui va passer devant, ça nous fait moins 2,
2 fois x puissance, et on perd une unité au niveau de la puissance, x puissance moins 3. Bon, ben on revient en arrière, x puissance moins 3 c'est 1 sur x cube, et je multiplie par le moins 2, ça nous fait moins 2 sur x cube pour la dérivée u' de x. Ensuite, on va s'occuper de la dérivée de exponentielle de v de x. D'après votre cours, c'est donc v' de x fois exponentielle de v de x. La dérivée de 1 sur x, c'est une fonction usuelle, ça nous fait moins 1 sur x carré. Et derrière, je conserve le exponentiel de v de x qui nous donne exponentielle de 1 sur x. On a effectué les calculs préliminaires, on peut maintenant s'intéresser à f' de x. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sous la forme d'un produit. La dérivée de u fois v dans votre cours, c'est u'v plus uv'. Et ici, on a légèrement différent, on a u fois exponentielle de v. Donc ça va vous donner u' exponentielle de v plus uv' exponentielle de v, qui est donc la dérivée de exponentielle de v. La formule n'existe pas dans votre cours, mais moi je vous la mets pour le principe pour que vous compreniez les étapes que je vais faire derrière. En premier, on retrouve donc notre u' de x qui était moins 2 sur x cube, fois exponentielle de v de x qui est exponentielle de 1 sur x, plus derrière u de x qui était 1 sur x carré, fois v' de x qui était moins 1 sur x carré, et exponentielle de v de x qui était exponentielle de 1 sur x. Si éventuellement vous avez des soucis à cette étape-là, n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois. Ici c'est important, les fonctions de la forme exponentielle de u à l'intérieur d'une autre forme u fois v, u sur v, c'est quelque chose de très courant, surtout sur le prochain devoir sur la continuité des fonctions. À partir du moment où vous avez fait le théorème des valeurs intermédiaires, on va corser un petit peu les choses au niveau du calcul de la dérivée. Donc vraiment, sur ce point-là, il faut que vous arriviez à poser les choses au clair. Bon, le calcul est en bonne voie, mais on est encore loin de la forme que l'énoncé nous avait proposée. On va commencer par nettoyer un peu notre expression. Comme je le disais, c'est important ici de s'être entraîné à l'avance. Quand vous avez un exponentiel de u qui intervient, vous savez que sous la forme u fois v, vous allez retrouver ce exponentiel de u ou exponentiel de v ici dans votre expression plusieurs fois. Donc on va pouvoir le factoriser. Je vous entoure en bleu les deux exponentiels de v de x qu'on a dans notre expression. On va pouvoir factoriser devant pour laisser apparaître le début de notre factorisation. Je vous mets un codage couleur pour que vous me suiviez quand je vais mettre les termes dans la parenthèse. Pour la première partie de notre calcul, il nous reste un moins 2 sur x cube. Ensuite, j'ai le symbole de l'addition qui séparait les deux parties. Et enfin, je vais retrouver le terme en orange, 1 sur x carré fois moins 1 sur x carré. Donc ici, je donne tous les détails, c'est volontaire parce que je sais que à ce stade de l'année, vous n'êtes pas encore tout à fait frais sur ces calculs-là. Mais malgré le fait qu'on soit au mois de décembre, le bac blanc, c'est dans un mois et demi. Donc du coup, il va falloir vous réconcilier assez rapidement parce que sinon, il risque d'avoir de la casse au bac blanc. Je vous mets une étape supplémentaire où je réunis les deux termes en orange et on obtient exponentielle de 1 sur x, facteur de moins 2 sur x cube, celui-là j'y ai pas touché, plus 1 fois moins 1, ça vous fait toujours moins 1, et x carré fois x carré, ça nous fait x4. Pour pouvoir additionner mes deux fractions, il va falloir faire apparaître un dénominateur commun. Bon bah x3, on va le transformer en x4 en multipliant en haut et en bas par x. Je passe sur une nouvelle page, mais vous retrouvez exactement la même expression, j'ai rien touché, promis. Le numérateur de la première partie va nous donner moins 2x, qui va être additionné à un moins 1, donc dans la parenthèse, vous retrouvez moins 2x moins 1 divisé par notre dénominateur commun, x puissance 4. Le exponentiel qui est devant, j'y ai pas touché. À partir de là, il est judicieux de se rappeler de la forme qui était proposée dans l'énoncé, je vous la réaffiche sur le côté. On a notre exponentielle de 1 sur x qui est déjà factorisé, donc ça c'est bon. Par contre, il nous manque le moins 1 sur x4 devant et le 2x plus 1 derrière. Toujours pareil, on va y aller tranquillement. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par couper ma fraction en deux en faisant sortir un 1 sur x4, qui va donc se retrouver en facteur de moins 2x moins 1. Et dernière chose qui nous reste, c'est de faire apparaître un moins en dehors de la parenthèse. Bon ben là ici, ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser par moins 1 la parenthèse. Bon ben j'ai fait apparaître tous les termes qu'il faut, on fait une dernière ligne pour mettre exactement la forme qu'attend l'énoncé, et c'est bon. On retrouve moins 1 sur x4 fois exponentielle de 1 sur x fois 2x plus 1 pour l'expression de f' de x. Allez, courage tout le monde, on arrive à la question 2b et l'énoncé nous demande de déterminer le signe de f' et en déduire le tableau de variation de f sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Alors, quand il s'agit de dresser le tableau de variation des fonctions, vous avez tendance à vous empresser et partir directement sur le tableau et puis de le remplir au fur et à mesure comme si c'était un petit peu de l'improvisation à chaque fois. Non, alors du coup vous avez une méthode qui vous a été donnée les années précédentes, si ça n'a pas été le cas, bah écoutez, je suis là pour vous aider. Alors laissez-moi présenter proprement la méthode. La première étape consiste à déterminer l'expression de f' de x.
f' de x, on l'a déterminé à la question précédente, c'est bon, cette étape est déjà réalisée. Ensuite, il faut que vous preniez le temps d'étudier le signe de f' de x proprement, c'est-à-dire avec des inéquations. Étudier avec des équations, donc c'est-à-dire une partie des termes de f' de x égale 0, vous trouvez la valeur quand est-ce que ce terme va s'annuler, mais vous trouvez pas son signe. Donc il faut le faire avec des inéquations, pas avec des équations. Et une fois que vous aurez étudié les signes des différentes parties de f' de x, à ce moment-là seulement vous pouvez dresser le tableau de variation comme étant un récapitulatif de tout ce que vous avez démontré. Et non pas partir sur le tableau, mettre 2-3 trucs à côté, non, ça c'est pas un tableau qui a été proprement justifié. D'accord? Alors, la première étape est déjà réalisée, on va passer à la deuxième étape, c'est-à-dire l'étude du signe de f' de x. Je vous rappelle l'expression de f' de x, vous identifiez ici clairement 3 termes. On a le moins 1 sur x4, on a le exponentiel de 1 sur x, et enfin dans la parenthèse, on va retrouver le 2x plus 1. Ceux-ci vont donc être les 3 termes dont il va falloir étudier le signe avant de dresser le tableau. On est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, on sait que x est strictement supérieur à 0, qu'x4 ça sera strictement supérieur à 0. Si on passe à l'inverse, on sera toujours positif. Et enfin, si je multiplie par moins 1, puisque du coup vous faites apparaître moins 1 haut, ça revient à multiplier notre fraction par moins 1, ben cette fois on va passer négatif. Souvenez-vous, quand on multiplie ou quand on divise par un nombre négatif, on retourne le symbole. Ensuite, vous avez le terme en exponentiel et par définition, vous savez que pour tout grand x appartenant à R, exponentiel de grand x est supérieur à 0. Concrètement, ici, la notation grand x, ça veut dire exponentiel d'à peu près n'importe quoi. Ça diffère un petit peu de exponentiel avec petit x, qui est la fonction, elle. Là, quand vous notez pour tout x, enfin pour tout grand x appartenant à grand R, ou pour tout u appartenant à grand R, vous avez en fait une notation implicite qui veut dire n'importe quoi qui est dans une exponentielle va nous donner de toute façon quelque chose de positif. Bon, bien voilà pour notre deuxième terme. Et enfin, il nous reste à étudier le signe de 2x plus 1. Alors, 2x plus 1, il y a deux façons de le faire. Soit vous faites les bonnes vieilles inéquations, vous cherchez quand est-ce que 2x plus 1 est supérieur à 0. Je passe du coup le 1 de l'autre côté qui devient moins 1, et ensuite je divise par 2 qui est positif, donc il n'y a pas de changement de symbole cette fois. Et vous obtenez que 2x plus 1 est strictement supérieur à 0 quand x est strictement supérieur à moins 1,5. Du coup, le plus sera situé au-dessus de moins 1,5 puisque x doit être plus grand que moins 1,5. Bon, bah ça tombe bien puisque notre intervalle c'est de 0 à plus l'infini. Donc en fait, là, vous venez de résoudre une équation évidente qui est en fait que 2x plus 1 c'est supérieur à 0 sur 0 plus l'infini. Bon, c'est pas forcément un bon signal envoyé à votre correcteur. Donc je préfère de loin la deuxième méthode ici. On va partir du fait que x soit strictement supérieur à 0 comme on avait fait à la première étape. Du coup, quand vous multipliez par 2, vous avez 2x qui est strictement supérieur à 0. Et enfin, en ajoutant 1, vous obtenez que 2x plus 1 c'est strictement supérieur à 1. Et donc que l'expression 2x plus 1 est strictement supérieure à 0 sur 0 plus l'infini. Ici, on n'a pas résolu un truc évident. On a démontré que c'était positif directement. C'est plus propre. Après, ça dépend ce que ça vous demande comme ressource. Vous serez pas forcément sanctionné sur la première version, mais quand même, votre correcteur, il peut tirer la tronche. Et c'est pas bon un correcteur qui tire la tronche. Bah, au vu de ces trois termes, vous avez que f' de x, du coup, est inférieur à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a étudier le signe de f' de x et on conclut. Bon, ben maintenant on peut passer au tableau de variation puisqu'on a prouvé tous les éléments qu'on va mettre dans ce tableau. Toujours pareil, première étape, on commence par tracer notre tableau avec le domaine de définition. Ensuite, on place proprement les valeurs interdites et d'éventuelles valeurs qui permettent de changer le signe de f' de x. Ici, on n'en a pas, donc on a juste la valeur interdite en 0 à rajouter. Ensuite, on a déjà déterminé que f' de x était négative, donc on place un moins sur la ligne du signe de f' de x. Et vous savez que si la dérivée est négative, ça nous donne une fonction qui est décroissante. On n'oublie pas de compléter avec les valeurs des limites qu'on avait trouvées. La limite en 0 c'était plus l'infini, et la limite en plus l'infini de f de x c'était 0. Bon, bien voilà, vous avez répondu correctement à la question. Première étape, on a étudié le signe de f' de x convenablement, et ensuite on a dressé le tableau de variation récapitulatif de tous les éléments qu'on connaît sur f. Voilà qui conclut la question de B. Allez, avant-dernière question de ce sujet, bravo à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici, et pour les curieux qui ont juste démarré par ici, j'ai dit 2-3 trucs intéressants avant quand même. L'énoncé nous demande de démontrer que l'équation f de x égale 2 a une unique solution notée alpha appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, et donner la valeur approchée de alpha arrondie au centième. Ici, chose très importante dans l'énoncé, vous devez avoir enregistré au fur et à mesure des exercices d'entraînement la structure de cette question. On est juste après le tableau de variation, et on vous demande de démontrer que l'équation f
f de x égale quelque chose à une unique solution notée alpha. Bon, là, dans votre tête, il faut avoir un panneau danger qui s'allume et penser instantanément au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Si jamais ce n'est pas encore le cas, c'est que vous manquez encore d'entraînement sur les exercices types, donc vous êtes au bon endroit. Alors, on va reprendre ensemble la méthode pour appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, que je vais vous noter donc le CTVI. Même si c'est un corollaire, ça reste basé sur un théorème. Souvenez-vous du bon vieux théorème de Pythagore du collège qui a traumatisé à peu près tous les élèves de par sa structure rigide de rédaction. Mais en fait, ce que votre prof de collège, il avait raison. Un théorème, ça se base sur des hypothèses qu'il faut vérifier avant d'appliquer le théorème. Au niveau du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, vous avez 3 hypothèses à vérifier et à mettre proprement sur votre copie. Alors, de ce que je vois en cours particulier, vos profs des fois créent des phrases qui vous déstabilisent. Non pas qu'ils aient tort, au contraire, c'est bien de vous pousser un petit peu vers l'avant, mais moi je vais vous lister les 3 points à vérifier, clairement, et une fois que vous maîtrisez ces 3 points, n'hésitez pas à améliorer cette rédaction, d'accord? Moi je vous donne une base pour que vous puissiez raccrocher les wagons. Maintenant, c'est loin d'être une rédaction d'un élève largement à l'aise sur les notions, donc n'hésitez pas une fois que vous maîtrisez à reprendre la rédaction de votre prof que vous aviez peut-être pas bien comprise pour pouvoir améliorer cette rédaction. Quoi qu'il en soit, ici on n'est pas sanctionnable, c'est ce que je vise pour mes élèves, d'avoir une version qui certes n'est peut-être pas au top mathématiquement parlant avec toutes les notations, par contre on évite un maximum les sanctions dues à un manque de rigueur. Allez, on passe aux éléments à vérifier. La première étape, c'est le fait que f soit continu, donc ça c'est une notion qu'on vous avait donnée dans le cours, qui est primordiale. Il faut que votre fonction passe d'une valeur à l'autre sans faire de trous sur la courbe, donc ça c'est ce qu'on appelle des fonctions continues par morceaux, on va avoir des trous, ou bien carrément des fonctions qui vont avoir des valeurs interdites. Du coup vous pouvez pas appliquer le théorème des valeurs intermédiaires sur ce genre de fonction. Donc, de manière plus simple, dans le cours de continuité, on vous a donné qu'une fonction qui était dérivable est continue, et c'est en fait la version qu'on va utiliser le plus souvent, puisque vous avez déjà dressé le tableau de variation, normalement quand vous arrivez au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, donc vous avez déjà soit clairement dit au moment de la dérivée que la fonction était dérivable, donc elle est continue, soit l'énoncé vous a carrément donné qu'elle était dérivable, et à ce moment-là, du coup elle est continue. Ensuite, pour le deuxième point, il faut que votre fonction soit strictement monotone sur l'intervalle que vous considérez. Ici, on a un seul intervalle avec une seule variation dans cet intervalle, donc c'est bon, on va pouvoir l'appliquer de 0 à plus l'infini d'un coup. Attention, si votre fonction elle est croissante, puis décroissante, puis croissante, je sais pas, il vous faut appliquer un corollaire du théorème des valeurs intermédiaires pour chacun des intervalles. Vous pouvez pas faire d'un coup les 3 intervalles. Donc bien sûr, vous rédigez pas entièrement le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Par contre, il faut au moins pour la première étape le faire proprement. Si on a une solution sur l'intervalle, bien entendu. Si c'est un endroit où vous avez pas de solution, vous rédigez pas le corollaire, attention. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ensuite, on arrive au troisième point, il vous faut des valeurs qui encadrent la valeur par laquelle on veut passer. Ici, vous voyez qu'on a à résoudre l'équation f de x égale 2, donc on cherche à vérifier que f de x passe par 2. Mais si on regarde le tableau au-dessus, on va de plus l'infini à 0. Entre plus l'infini et 0, on passera forcément par 2 du coup. Ça c'est les 3 hypothèses à vérifier absolument avant d'appliquer le CTVI. Et une fois que vous avez vérifié ces 3 hypothèses, vous pouvez appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires en 4e étape. Allez, maintenant qu'on a détaillé tout ça, on repasse à la rédaction. Premier point concernant la continuité, f est continue sur 0 plus l'infini car elle est dérivable sur 0 plus l'infini. On en a parlé à la question 2a lorsqu'on a déterminé la fonction dérivée de f. Ensuite, deuxième point, d'après l'étude de la question 2b, on sait que f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Ensuite, il nous faut des valeurs qui encadrent bien la valeur à laquelle on veut être égal dans l'équation, ici c'est 2. On a la limite quand x tend vers 0 plus de f de x qui est égal à plus l'infini. On a la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x qui est égal à 0. Ça vous donne donc ici comme intervalle image que la fonction elle va prendre ses valeurs entre 0 et plus l'infini. Attention, c'est une fonction décroissante, donc on retourne bien l'intervalle. Et vous avez donc que 2 appartient bien à cet intervalle image entre 0 exclu et plus l'infini. Attention, on ne met jamais les limites à l'intérieur de l'intervalle. Pour plus et moins l'infini, de manière générale, vous vous trompez pas, mais là pour le 0, je compte plus le nombre d'élèves qui me mettent 0 à l'intérieur. Donc attention, quand on tend vers 0, on ne vaut pas 0, donc on exclut bien le 0 de notre domaine. On va faire un petit récap ici. Vous avez le 2 qui était en fait la valeur qui était donné par l'énoncé dans l'équation, donc j'ai le 2 de l'équation qui est donc le 2 que je vérifie qui appartient bien à l'intervalle image. Ensuite vous aviez le 0 qui était la valeur minimale qui apparaissait dans le tableau, donc attention, comme je l'ai expliqué ici, ce n'est pas une valeur atteinte, c'est une limite, donc vous excluez le 0 du domaine. Et enfin la valeur entre guillemets maximale qui apparaît dans le tableau, ici c'était le plus l'infini de la limite en 0 plus. Donc notre intervalle image va bien aller de 0 à plus l'infini qui sont les valeurs qui interviennent dans le tableau. Bien le 2 appartient à cet intervalle, j'ai
tout vérifié au niveau de mes hypothèses, ça y est, c'est bon, je peux passer à la phrase réponse en appliquant le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Allez, on le rédige ensemble. D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, donc attention de bien faire apparaître en toutes lettres, hein, pas de CTVI sur votre copie, moi je vous le mets dans le méthode en bleu, mais c'est pas sur la copie ça, hein. C'est juste entre nous. L'équation f de x égale 2 admet une unique solution notée alpha sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, en douceur, vous avez respecté le théorème, vous avez respecté ses hypothèses et la phrase de conclusion, tout est bon. Dans une deuxième partie, la question vous demande de trouver une valeur arrondie de alpha. Alors ici, pour avoir une valeur arrondie de alpha, on va en fait réitérer la troisième étape de notre corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, c'est-à-dire les valeurs qui encadrent en fait le 2 auquel on veut être égal. Ça, c'est une manip que vous devez réaliser à la calculatrice avec l'outil table après avoir rentré la fonction dans y égale si vous avez une TI. Dans la table, les valeurs qu'on observe, c'est f de 1 qui est à peu près égal à 2,7 et f de 2 qui est à peu près égal à 0,41. On est d'accord que ces deux valeurs encadrent bien le 2 par lequel on veut passer. Bon, ben vous avez que 2 appartient à f de 2, f de 1, comme je l'ai dit tout à l'heure, on retourne bien l'intervalle et donc je vous ai mis les f puisque ce sont des valeurs approchées que j'ai données à côté, vous pouvez pas mettre 0,41, 2,7, c'est pas très rigoureux. Par réitération du raisonnement du corollaire du TVI, vous obtenez que alpha est forcément compris entre 1 et 2. Bon, ben maintenant, pour avoir la valeur arrondie à 10-2, vous devez savoir qu'il faut du coup un encadrement à 10-3. Souvenez-vous, quand vous êtes en physique et que vous faites un arrondi, on regarde le chiffre d'après pour l'arrondi. Donc si on veut un arrondi à 10-2, il vous faut un encadrement à 10-3. Bon, ben on en est à la première étape, on va passer maintenant avec un encadrement de 10-1. À l'aide de la table, avec un pas de 0,1, vous trouvez qu'on est compris entre 1,1 et 1,2 via le même raisonnement. On a f de 1,1 qui est environ égal à 2,1, f de 1,2 qui est environ égal à 1,6, 2 appartient bien à l'intervalle image f de 1,2, f de 1,1. Bon, ben toujours pareil, grâce au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, j'ai mon alpha qui est compris entre 1,1 et 1,2. Vous passez à un pas de 0,01, on démarre à 1,1. Exactement de la même façon, vous trouvez que alpha est compris entre 1,10 et 1,11. Donc cet encadrement, par exemple, vous permettrait de faire une valeur arrondie à 10-1, où on pourrait dire que alpha est égal environ à 1,1, mais il est insuffisant pour faire l'arrondi à 10-2. Vous pouvez pas faire un tirage au sort entre le 1,10 et 1,11. Il vous faut le troisième chiffre après la virgule. Bon ben c'est parti. En prenant cette fois un pas de 0,001, on identifie dans la table que alpha est compris entre 1,109 et 1,110. Bon, bah cette fois, vu qu'on est entre 109 et 110, vous pouvez arrondir au-dessus, et donc vous pouvez affirmer que alpha est environ égal à 1,11. Voilà comment on conclut proprement. Alors ici, je vous ai détaillé les 4 étapes, vraiment pour que vous ayez la méthode, on est sur un exercice type. Par contre, sur votre copie, et en fonction du prof que vous avez en classe, 2 étapes peuvent suffire. Là, je vous laisse maître de votre rédaction, c'est à vous de voir qu'est-ce que votre professeur attend. J'ai vu des profs qui exiger les 4 étapes. Bon, c'est un peu lourd au niveau de la rédaction, mais ça peut se comprendre puisque c'est qu'une manipulation à la calculatrice. Maintenant, avec 2 étapes, je pense que vous êtes pas mal. Quoi qu'il en soit, moi je vous ai tout détaillé puisqu'on va rarement jusqu'à une valeur approchée à 10-3 qui nous obligerait à avoir un encadrement à 10-4. Donc là, au moins, vous avez toute la structure. Il n'y a plus qu'à s'arrêter à l'étape que vous demande l'énoncé et vous avez déjà un exercice complètement rédigé fourni par Psy. Ben, on a trouvé notre valeur de alpha qui est à peu près égale à 1,11, ce qui clôture la question 2C. Allez, on y est, dernière question de l'exercice avec la question 3. L'énoncé nous demande de tracer la courbe de C dans le repère orthonormal OIJ. Alors, en général, le tracé de courbe, ça vous donne des boutons partout. On va pas se mentir, vous détestez ça, ou en tout cas, du moins de ce que moi j'ai pu voir depuis toutes ces années en cours particulier. Vous avez l'impression qu'on vous demande un CV complet détaillé de la fonction, mais pas du tout, pas du tout. Allez, on va reprendre le principe ensemble. La première chose, c'est de tracer votre courbe sur la calculatrice. C'est pas d'aller voir la table, c'est d'aller voir la courbe. Donc j'insiste bien sur ce point. Combien d'élèves vont voir la table et essayent de placer des points? Non, non, d'abord vous observez l'allure de la courbe pour vous imprégner du graphe. Là, je vous ai représenté ce qu'on voit sur GeoGebra sur une fenêtre standard sur la calculette, donc entre -10 et 10. Attention, votre calculette n'est pas à la même échelle sur l'axe des X et Y vu que l'écran il est rectangle, il est pas carré. Mais en gros, vous obtenez ça. Alors, la première chose, une fois qu'on a tracé la figure, on passe à la deuxième étape. On va ajuster la fenêtre pour avoir un rendu représentatif de ce qu'on veut montrer
ou en tout cas de ce qu'on a montré dans le tableau. Alors ici, effectivement, la fonction elle monte pas grand chose. On dit qu'elle est décroissante, qu'elle va de plus l'infini à 0. Donc clairement, il n'y a pas grand chose. On n'a pas de tangente ni quoi que ce soit. Ça n'en sera que plus simple pour nous pour la représenter. Le domaine d'étude, c'est entre 0 et plus l'infini. Plus l'infini, ça sera pas utile. Vous voyez bien que là, la fonction, quand on arrive à 6, 8, elle vaut quasiment 0 déjà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de faire un premier zoom sur notre calculette en modifiant les valeurs de xmin, xmax, ymin et ymax que je vous affiche à l'écran entre 0 et 10 pour les deux axes. Bon, une fois que vous avez rentré ces nouveaux paramètres, on retourne dans la fenêtre graphe. Toujours pareil, sur GeoGebra, je vous ai représenté ce que vous affiche à peu près votre calculatrice, et on arrive à la troisième étape. Il vous faut choisir une échelle confortable. Pour choisir l'échelle, il faut considérer l'amplitude de votre graphe. Sur les deux axes ici, c'est sympa, on va de 0 à 10. L'amplitude de base laquelle vous devez penser, vous, quand vous tracez une courbe, c'est 1 cm pour une unité. Bah là, c'est pratique. Vous mesurez directement les valeurs que vous voulez mettre en centimètres. Bon, normalement, au niveau du confort de tracé, on est pas mal. Éventuellement, quand les graphes sont vraiment petits, n'hésitez pas à augmenter cette unité. Vous pouvez prendre 2 cm par unité. Par contre, pitié, stop au massacre avec vos micrographiques de 2 cm sur 2 cm. Je sais pas pourquoi il vous prend une envie de protéger le papier à chaque fois qu'on vous demande de faire un dessin. Prenez une demi-page, voire une page complète pour être à l'aise avec le tracé de votre graphe. Je ne compte plus le nombre d'élèves que je vois faire un petit griffonnage de courbes en bas de leur page, limite en dépassant dans la marge pour faire le graphique. Non, on vous pose une question, il faut y répondre proprement, prenez de la place, tranquillement. Allez, ici on va sélectionner 1 cm pour une unité et on peut passer à l'étape 4. Alors, pour le tracé de votre fonction, il vous faut prendre des points judicieux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on prend pas, parce qu'il y a des grandes variations, beaucoup de points. Il faut que les points soient représentatifs. Ici, ce que je vous propose, c'est de vous intéresser au point où on a une des deux coordonnées qui tombe juste. C'est-à-dire, là, quand je prends le premier point, celui qui est tout en haut, en ordonnée, vous savez que ça vaut 10. Bon, sur votre calculette, vous ajustez pour avoir à peu près le point qui vaut 10. Et sur l'axe des abscisses, vu que vous êtes en centimètres, vous mesurez directement. Vous partez avec votre règle horizontale depuis le 10 et vous mesurez en millimètres la bonne taille pour placer votre point. Même chose pour l'endroit où on passe par 6 et l'endroit où on passe par 2. Vous mesurez directement à l'horizontale en partant de 6 puis de 2 en millimètres la bonne abscisse que vous indique votre calculatrice. Enfin, en bas, vous voyez qu'on a quasiment plus de variations sur l'axe des Y. Par contre, sur les X, on va pouvoir réitérer la même réflexion, c'est-à-dire qu'on va prendre les points qui en abscisse, cette fois tombent pile, c'est-à-dire 2, 4, 6. Bon, 8 et 10, ça sert plus à grand chose, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez éventuellement réduire le graphe à 8, par exemple. Donc, si vous prenez sur votre calculette, donc ça, il faut regarder dans la table. Cette fois-là, c'est vous qui gérez le X, vous remettez un pas de 1 dans votre table, et vous allez pouvoir placer F de 2, F de 4 et F de 6 sur votre graphique. Et donc, vous obtenez les 6 points nécessaires à notre graphe. Attention au niveau des erreurs, qui seront lourdement sanctionnées sur votre graphique. Sur les branches verticales ou celles horizontales, vous avez tendance à faire des zigzags. Donc en noir, là, je vous donne l'asymptote qu'on avait trouvé verticale en 0. Votre courbe, elle doit pas zigzaguer. Là, je vous ai donné une représentation grossière, mais je vous assure que nous, en tant que prof de maths, c'est ce qu'on voit. Mais vous ne pouvez pas, sur une branche verticale, avoir des zigzags. Encore, on vous l'accorderait en bas de la courbe, là où il y a le creux, mais par contre, sur une branche verticale, votre fonction ne doit pas faire de zigzag. Encore pire, ici, là, vous dépassez en dessous de l'axe des abscisses, votre fonction est vers 0, donc on n'aura jamais de valeur négative. Donc si sur cette partie-là, vous donnez un petit zigzag qui dépasse en dessous de l'axe, là, cette fois, clairement, c'est définitif, votre prof, il en peut plus. Je vous ai donné tous les points de détail qui vous permettent de tracer une courbe correctement. Alors ici, la courbe, elle est pas très intéressante, on n'a pas de tangente ou autre à tracer, donc bon, le tracé reste assez simple, mais bon, ça suffit déjà pour que vous fassiez des dingueries sur vos copies. Allez, sur ce, on a fini l'énoncé, bravo à tous, et à bientôt pour un nouveau sujet. Voilà, le sujet est maintenant terminé, j'espère que vous avez apprécié le contenu, en tout cas j'ai essayé d'être aussi qualitatif qu'avec mes élèves en cours particulier. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions et que les notes soient avec vous, et je vous dis à bientôt.